Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler Nutanix Cloud Cluster dans Azure et plus particulièrement des ressources cloud. Alors vous le savez, Nutanix Cloud Cluster dans Azure, c'est ni plus ni moins que l'installation de la plateforme Nutanix et donc des logiciels associés sur du matériel et une infrastructure fournie et disponible dans Microsoft Azure. L'objectif de cette vidéo est relativement simple. Le produit évoluant, c'est-à-dire le software Nutanix évoluant, et les options qu'on met sur Nutanix Cloud Cluster en Azure évoluant également, il était de bon ton de refaire une vidéo pour réactualiser un petit peu et expliquer également quelles sont les ressources Azure qui vont être utilisées dans un Nutanix Cloud Cluster. Donc, cette vidéo s'adresse du coup aux gens qui font du Nutanix pour comprendre comment la solution Nutanix s'installe dans de l'Azure, mais cette vidéo concerne également tout administrateur ou architecte Azure qui a besoin de comprendre également quels sont les composants côté Azure qui seront utilisés pour faire tourner du Nutanix. Allez, plutôt que des mots, on va directement aller voir tout ça en images et en mind map, car vous le savez, je fais beaucoup de mind map. Donc, première chose, quand on va parler de Nutanix Cloud Cluster, on va parler beaucoup de réseau, c'est de l'intégration avant tout, et quand on parle de Nutanix dans le cloud, généralement c'est souvent dans un mode hybride où on a également du Nutanix à demeure dans un data center ou chez un autre fournisseur de cloud. Donc du coup, une des premières choses auxquelles on doit penser et qu'on va probablement utiliser lors d'un déploiement Nutanix Cloud Cluster, c'est d'avoir une connectivité hybride qui dans Azure va prendre la forme relativement classique d'une connexion de type VPN site à site avec l'autre côté, qui peut être donc du coup sur on-prem ou un Nutanix Cloud Cluster chez un autre hyperscaler. Et si on se connecte sur l'on-prem, l'option bien entendu généralement recommandée, c'est ExpressRoute. Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir avoir ou penser. Si vous avez déjà un environnement qui tourne dans un environnement extérieur à Azure, et donc quand vous voulez relier deux Nutanix ensemble, il n'y a pas de magie, il faut du réseau. Donc on ne passe pas par du réseau entre guillemets public avec des endpoints publics. Point important, si on fait du VPN site à site, il faudra avoir une configuration au niveau des passerelles VPN Azure de type actif-passif. Donc ça, c'est des limitations liées au routage derrière, qui sont liées en fait au fait qu'on va utiliser dans Azure des sous-réseaux, des subnets qui sont dits délégués, et délégués au service Azure bare metal. Et donc, du coup, il y a des limitations là-dessus. Donc on ne peut pas avoir un VPN, passerelle VPN site à site Azure en mode actif-actif, et donc d'utiliser derrière du BGP et tout ce qu'on sait classiquement. Donc ça c'est à retenir, c'est principalement pour les subnets dont on parle où il y a de la délégation. De la même façon, dans les VPN site à site utilisés côté Azure, au niveau des SKU, donc des tailles des VPN Gateway, on commence à partir de la VPN GW1, et plus, on n'utilise pas les passerelles VPN de type zonal, donc avec redondance sur plusieurs zones, ni la taille de passerelle qui s'appelle basique. Pour la partie ExpressRoute, rien d'extraordinaire, on reste sur du classique. Ensuite, on a des ressources assez spécifiques côté Azure dans le cadre de Nutanix. Ces ressources, en fait, on va les retrouver quand on va aller voir les consoles d'Azure et qu'on va faire afficher les objets cachés, parce que de base, on ne les voit pas si on liste un ressource groupe ou un cluster est déployé. Et quand on montre ces ressources cachées, en fait, on a deux types de ressources. La première, c'est le Microsoft Nutanix /bare metal, et le deuxième, c'est le Network Interface. Donc ça, c'est vraiment pour matérialiser le hardware spécifique utilisé pour Nutanix, et également les cartes réseau spécifiques sur ce hardware. Donc là encore, la documentation est plutôt assez explicite côté Nutanix, si on veut voir à quoi ressemble, quels sont ces types de hardware. Donc les instances métal qu'on utilise sont de trois types, et globalement c'est des serveurs qui sont effectivement dédiés et spécifiques au service. La grosse part très importante du travail lors du déploiement d'une solution NC2 sur Azure, ça va être principalement de l'intégration au réseau, et donc les virtual networks vont avoir une importance. Donc globalement, le fait d'être en mode hybride, avec du VPN site à site ou d'ExpressRoute, va conditionner en fait derrière la topologie en termes de virtual network dans Azure dont on va avoir besoin. Si on est dans l'option ExpressRoute, globalement, on va avoir deux réseaux virtuels. Un premier réseau virtuel qui s'appelle le Cluster Management,
sera le réseau virtuel qui contiendra un subnet, et ce subnet sera le subnet Azure dans lequel seront branchés les bare metal, donc vraiment les serveurs qui serviront de nœud dans le cluster Nutanix, et c'est sur ce subnet qu'on distribuera les adresses IP à AHV, qui est l'hyperviseur maison de Nutanix, et également à la CVM, qui est la contrôleur VM, la VM0 qui est disponible sur chacun des nœuds du cluster, et qui a elle besoin également de son adresse IP. Donc globalement, si vous avez un cluster 3 nœuds, vous savez que vous aurez dans ce subnet bare metal 6 adresses IP réservées, utilisées. Il va y en avoir effectivement 3 pour les hyperviseurs, 3 pour la CVM, et ensuite on aura des adresses IP virtuelles derrière pour load balancer le tout. Ce subnet bare metal a une spécificité, c'est très spécifique à Nutanix Cloud Cluster, c'est que ce subnet-là est délégué en fait au service qui s'appelle Microsoft Bare Metal Azure Hosted Service. Donc basiquement, ça va nous permettre avec cette délégation de matérialiser dans le logiciel Nutanix le subnet d'Azure comme étant un VLAN. Voilà, basiquement c'est à peu près à ça que ça sert. Et la notion de délégation, si vous ne la connaissez pas côté Azure, quand on dit qu'un subnet est délégué à un service donné, ça veut dire que le fameux service a le droit de reconfigurer pour ses besoins propres, spécifiques, le réseau d'Azure. Le deuxième subnet qu'on aura dans une topologie de type ExpressRoute, c'est le subnet PC, PC étant l'acronyme de Prisme Central, la console d'administration principale quand on a du Nutanix à gérer. Pour ceux qui viennent du monde VMware, basiquement c'est le pendant d'un vCenter. Donc dans une intégration ExpressRoute, le VNet Azure Prisme Central va contenir 4 subnets. 3 obligatoirement, le 4e dépendra d'un paramètre dont je vais parler tout à l'heure. Donc le premier subnet est le subnet Prisme Central qui lui sera délégué également à Microsoft Bare Metal Hosted Service. Bare Metal Azure Hosted Service, pardon. On aura un autre subnet qui s'appelle le Flow Gateway External Subnet et le Flow Gateway Internal Subnet. Donc ce qu'il faut voir, c'est que dans Nutanix Cloud Cluster, Nutanix amène son propre Software Defined Network et donc va construire son réseau virtualisé en overlay sur le réseau d'Azure. Donc ça veut dire que pour passer du monde réseau géré par Nutanix vers le monde réseau Azure, on aura besoin de passerelles qu'on va voir tout à l'heure qui seront matérialisées sous la forme de machines virtuelles. Et bien ces passerelles, comme son nom l'indique, c'est des passerelles, donc elles vont avoir 2 interfaces réseau, une connectée à l'extérieur et une vers l'intérieur. Et donc le subnet interne, effectivement, permettra de communiquer avec AHV, c'est-à-dire qui lui va tourner sur le subnet bare metal. Un dernier subnet est également nécessaire si on veut faire de la résilience et de la haute disponibilité sur les passerelles Flow Gateway. Donc si on a plusieurs machines virtuelles Azure qui vont faire office de passerelle Flow Gateway, eh bien on aura besoin également d'un subnet additionnel pour mettre des machines virtuelles Azure additionnelles qui, elles, vont être ce qu'on appelle des BGP speakers, et donc qui vont en fait communiquer avec un root serveur. Donc, si on n'a pas besoin de la résilience, ou qu'on ne fait pas le mode scale-out sur la partie Flow Gateway, ce subnet est facultatif. Moi, je conseille toujours de le préparer à l'avance, parce qu'on peut comme ça faire évoluer sa solution. Donc, quand vous allez penser le plan d'adressage IP de votre Azure VNet pour Prisme Central, eh bien, ça vaut le coup de garder des espaces d'adresse pour ce fameux subnet BGP. Et moi, j'encourage même de créer le subnet, quitte à ne pas l'utiliser dans un premier temps. Le deuxième type de déploiement, donc là, on a vu la partie ExpressRoute. Si on fait l'interco avec le on-prem, avec un VPN site à site, là, à ce moment-là, le design en termes de prérequis réseau est un peu différent. On va avoir cette fois-ci non plus 2 VNet, mais cette fois-ci 3 VNet. Et ces 3 VNet, en fait, on aura le cluster management VNet, exactement ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Là encore, c'est dans ce VNet qu'on aura un subnet où seront connectés les bare metal, donc délégués sur le service bare metal. On aura un VNet Azure pour Prisme Central, et cette fois-ci, lui contiendra un seul subnet qui lui-même est également délégué au service Azure bare metal Azure Hosted Service. Et c'est la petite nouveauté ici quand on est en VPN site à site, on aura besoin d'un VNet qui sera dédié à Flow Gateway. Et ce VNet va contenir
ben vous en doutez, hein, un subnet pour la partie extérieure pour les gateways, un pour l'interne, et un subnet pour les BGP. Un cluster, Nutanix cluster qui tourne dans Azure, a besoin de parler à un control plane, qui est en fait ce qu'on appelle la console NC2 ou le portail NC2, hein, qui est un service SaaS que Nutanix opère, et donc qui expose des API. Et c'est depuis ce service SaaS qu'un client va pouvoir déployer des nouveaux environnements, les modifier ou les détruire. Donc il n'y a jamais la création d'un cluster Nutanix directement depuis le portail d'Azure ou la CLI d'Azure. Un cluster, quand il va être déployé, eh bien, il va maintenir une connectivité avec ce fameux portail NC2, dont les URL, le nom de domaine est cloud.nutanix.com. Et donc, il y a besoin d'assurer la connectivité pour les phases de déploiement ou de modification de configuration, mais également en permanence, simplement parce que par un jeu de ping-pong, la console ou le portail NC2 vérifie la bonne santé de l'environnement Nutanix Cloud Cluster. Donc il y a besoin d'une connectivité entre guillemets vers l'internet, vers le portail SaaS de Nutanix, depuis pour les barres métal, pour le prisme central et pour les flow gateway. Donc de base, si on fait un déploiement, on va dire avec l'assistant en valeur par défaut, on va utiliser du coup des NAT Gateway, qui utilisent également des adresses IP publiques externes Azure, et donc il y aura une NAT Gateway qui sera associée au bar metal subnet, une APC subnet et une qui sera associée au flow external subnet. Donc il faut en tenir compte. Généralement ça c'est la NAT Gateway et donc l'adresse IP publique associée seront généralement utilisées plutôt dans un environnement de type pilote ou test, voilà, mais rarement sur des productions parce que la plupart des organisations elles veulent pouvoir contrôler les flux sortants de leur réseau Azure pour des raisons évidentes de sécurité ou de gouvernance tout simplement. Donc cette partie NAT Gateway et Public IP, elle est optionnelle si on a ses propres solutions de firewall et pour la sortie vers l'internet, que ce soit des solutions managées comme Azure Firewall ou des solutions sous la forme de VM déployées depuis le marketplace Azure, des VM Fortinet, des VM Palo Alto ou des choses comme ça. Voilà. Petit rappel, effectivement, une NAT Gateway a forcément besoin d'être associée à une adresse IP publique Azure pour bien fonctionner. Donc voilà. Si on choisit de faire de la résilience sur la passerelle Flow Networking, qui fait le lien entre le monde réseau Nutanix et le monde réseau Azure. Et donc si on veut avoir plusieurs passerelles, une ferme de passerelles pour assurer effectivement une plus grosse bande passante ou une meilleure disponibilité du service, dans ce cas-là, on va utiliser pour faire l'équilibrage de charge du BGP. Et donc on va propager les routes, donc les segments IP utilisés dans Nutanix Flow Networking, donc le SDN de Nutanix, et on va les propager à Azure, pour que Azure, du coup, sache par où passer, par les X adresses IP externes des Flow Gateway, pour aller dans le monde réseau Nutanix. Et c'est là que, du coup, si on parle de BGP dans Azure, il n'y a pas de mystère, il nous faut ce qu'on appelle un composant qui s'appelle route serveur. Donc le route serveur, il y a deux options pour un déploiement NC2, soit vous avez déjà un route serveur, et auquel cas, on peut se brancher dessus, pour peu qu'il reste des peerings libres. Et puis la partie ce qu'on appelle les flow gateway, donc les machines, les BGP speakers, donc les machines virtuelles Azure qui donc vont propager les routes des réseaux Nutanix à Azure au travers de routes serveurs, elles seront configurées automatiquement pour faire le peering derrière. Voilà. Donc les scénarios supportés, effectivement, c'est quand on va utiliser de l'express route. Et si on veut faire ça avec des passerelles VPN actif-actif, dans ce cas-là, il faudra utiliser du V1 derrière. À noter, quand on utilise ExpressRoute, on a donc deux options. Soit on prend effectivement un standalone route serveur, soit le point central, le VNet central pour les SPOC, c'est-à-dire les VNet de Nutanix Cloud Cluster. Ça peut être effectivement un VNet tout à fait classique de type Hub and Spoke, et là on va installer le route serveur dans ce VNet Hub. Si on est sur du V1, le V1, vous le savez, il l'intègre sur un VHub,
le route serveur il est déjà nativement intégré. Donc les deux options sont possibles et fonctionnent. Si on choisit de ne pas utiliser de BGP, donc on choisit de ne pas faire de résilience ou de ferme de machines Flow Virtual Networking pour la partie gateway, on peut tout à fait dans ce cas-là dire si j'ai une seule machine Azure qui est une Flow Gateway avec deux interfaces réseau et qui est mon point d'entrée pour arriver dans les espaces d'adressage du réseau virtualisé de Nutanix, donc Flow Networking, eh bien on peut utiliser des routes, des user-defined routes, et dans ce cas-là, effectivement, on fera une route ou des routes qui diront pour aller sur l'espace d'adressage Nutanix dans Flow Networking, je vais passer par l'adresse IP externe de ma Flow Gateway. Et dans ce cas-là, on va créer dans Azure des objets user-defined route. On les appliquera généralement effectivement sur les subnets au niveau des gateways, je marquais VPN mais ce serait au niveau des gateways au sens large, et donc ça va nous permettre effectivement de rediriger le trafic vers l'adresse IP externe de la Flow Gateway VM. Et puis également les user defined routes vont nous servir à router le trafic depuis le bare metal et depuis Prisme Central, par exemple, vers Internet, si par exemple on utilise derrière une Network Virtual Appliance de type Azure Firewall. Azure Firewall, on va définir quelque part une route qui va dire pour aller sur 0.0.0.0/0, c'est-à-dire basiquement l'Internet, je vais passer par l'adresse IP de mon Azure Firewall qui est situé généralement dans un hub. Et donc ça c'est le moyen effectivement de paramétrer tout ça. Donc on va faire appel à ces objets-là quand on fera du Nutanix Cloud Cluster. Voilà. Dernière chose également, si on fait de l'interco avec du on-prem, peut-être qu'on va devoir effectivement rediriger des trafics de manière spécifique. Et là encore, les user-defined routes peuvent avoir leur intérêt, même on pourrait dire être nécessaire. Alors en termes de machines virtuelles Azure, on va avoir des machines virtuelles Azure pour donc deux usages. Le premier usage, ce sera ce qu'on appelle les Flow Gateway VM. Et donc les Flow Gateway VM, c'est ni plus ni moins finalement que des machines virtuelles avec deux interfaces réseau, une côté externe et une côté du réseau interne de Nutanix. Donc là encore, c'est plutôt bien documenté dans la documentation de Nutanix, tout le paramétrage de tout ça. Donc ça, c'est le premier type de VM qu'on va avoir. Et les deuxièmes, on appellera ça les BGP Speakers VM. Et donc, ce sont simplement des VM Azure, là encore, qui vont propager les routes utilisées en interne dans Nutanix à Azure, et la propagation va se faire en faisant un peering avec le fameux route serveur. Donc ces BGP speakers, elles se matérialisent sous la forme de standards D3V2 à l'origine. Désormais, on a des standards D4 D8S V5, et il y a deux machines virtuelles qui vont être déployées quand on choisit cette option de scale-out. Donc c'est bien elles qui vont propager l'ERP. L'ERP étant l'acronyme de l'Externally Routable Prefix, donc en gros les espaces d'adressage IP utilisés dans Flow Networking, et c'est eux qui vont les propager en fait directement à notre ami le route serveur qui est ici. Les Flow Gateway VM, elles, vont servir pour assurer donc la communication entre les machines virtuelles Nutanix qui tournent sur les hyperviseurs Nutanix dans le Nutanix Cloud Cluster. Et donc c'est elles qui vont assurer du coup la communication entre ces VM Nutanix qui tournent sur le Software Defined Network de Nutanix et le reste du monde, à savoir d'autres Azure VNet, l'Internet et le on-prem. Au niveau des gabarits de VM, il y a deux gabarits disponibles en fonction de la taille, de la puissance qu'on veut avoir. Donc soit des standards D4V4, soit désormais les standards D4V5, nouvelle génération, donc les D4V4 n'étant plus disponibles dans certaines régions. Donc ça c'est les machines, on va dire, traditionnelles, basiques qu'on va utiliser. Chaque instance de VM offre du coup une bande passante, un flowput de 10 gigabits. Si on en a plusieurs, on additionne simplement les flowputs. Et si on veut avoir un peu plus, on peut prendre des D32V4 ou V5 qui ont un flowput réseau de 16 gigabits. Donc globalement, ça veut dire qu'on va pouvoir avoir une bande passante entre le réseau Nutanix, le SDN de Nutanix et le reste d'Azure du on-prem de 10 gigabits si on a une seule VM des 4V4, ou de 64 gigabits si on met jusqu'à 4 machines virtuelles dans la ferme de Flow Gateway. Alors les machines virtuelles, que ce soit les machines virtuelles Flow ou les BGP speakers, donc au passage j'aurais peut-être pu également doubler ça ou le raccorder, parce que c'est également vrai, voilà.
Donc ces groupes de machines virtuelles sont simplement déployés au sein de ce qu'on appelle un availability set, qui, vous le savez, en fait, permet de dispatcher des machines virtuelles dans une région Azure, dans des domaines de panne et de mise à jour et de maintenance différents. Donc ni plus ni moins, donc en gros, on va bien dispatcher nos VM Flow Gateway et nos VM BGP grâce à cette mécanique-là. Donc tout ça, ces objets-là sont créés automatiquement lors du déploiement du cluster. On a également comme objet Azure des Network Security Group qui seront appliqués sur les interfaces internes et externes de notre machine Flow Gateway, celle-ci en particulier. Et donc ces NSG sont plutôt assez simples à lire. Leur structure de nom en tout cas, c'est FGW pour Flow Gateway, int pour internal, network interface, et là du coup je me suis trompé, j'ai oublié de mettre ext parce que il y a tout simplement la même règle mais qui est pour l'interface externe. Voilà, alors, j'ai inversé les deux, mais c'est plutôt comme ça. La correction à la volée de ce magnifique schéma. Tac. Qu'est-ce qui nous reste comme service? Les comptes de stockage. On a des comptes de stockage qui seront utilisés, donc on en a un principalement qui est utilisé et qui va être utilisé pour stocker en fait les images des machines virtuelles Flow et BGP. Donc les images sont stockées sous la forme de page blob, de manière assez classique, c'est des images custom, et on va mettre un compte de stockage par région Azure dans lequel on va déployer un cluster, un ou plusieurs clusters Nutanix. Ce compte de stockage est créé la première fois donc avec un ressource group qui est également créé. Le ressource group s'appelle Nutanix _cluster_prod _storage_rg. Voilà, ça c'est le nom du ressource group. Si vous n'autorisez pas la création de ce ressource group, si ça bloque, le système normalement dans ce cas-là va créer le compte de stockage directement dans le ressource group où vous souhaitez déployer le cluster Nutanix. Et ouais, c'est ce que je viens de dire ici. Les noms des comptes de stockage, là encore, si vous avez une topologie de noms, parce que vous suivez les bonnes règles du Cloud Adoption Framework, le nom du compte de stockage est une combinaison de l'environnement, région, donc les premières lettres de la région, le type de compte et la subscription ID et un index. Donc je ne sais pas si j'ai un exemple, oui. Donc le nom exact, ça va toujours commencer par prod, les 8 premiers caractères de votre région Azure, donc Ouest, Euro, par exemple, plus les 4 premiers digits de votre Azure Subscription ID, plus 4 digits qui sont en index, va toujours commencer à 1, et puis s'il y a déjà un compte qui existe avec le même nom, et on passera à 2, etc. Voilà. Donc dans ce compte de stockage Azure utilisé pour stocker les images, vous trouverez dans la partie blob un image container. Cet image container contiendra entre 1 et 2 images en fonction de si vous avez choisi l'option BGP ou pas BGP. Et dernière chose également intéressante à voir, si on regarde les propriétés réseau de ce compte de stockage au niveau de la partie network, on va voir que l'accès réseau public est restreint. Il est restreint par des adresses IP, et quand on ouvre le détail, on verra en fait 3 adresses IP apparaître ici. Ces 3 adresses IP correspondent en fait aux adresses IP, on va dire publiques de notre service SaaS portail NC2. Et donc les ordres vont venir d'ici pour aller pousser les nouvelles images à l'intérieur de ce compte de stockage. Donc ça, c'est les adresses de nos services, donc les services Nutanix qui tournent avec la console NC2. À noter que si vous utilisez une fonctionnalité qui s'appelle le MST, le Multi-Snapshot Technology, qui permet d'offloader des snapshots dans un compte de stockage, dans ce cas-là, le compte de stockage utilisé pour ces fameux snapshots sera un compte de stockage que vous pouvez créer et que vous allez préparer vous-même avec les noms que vous voulez. Et donc ce sera juste un stockage additionnel que vous allez placer où vous voulez et qu'on utilisera de manière assez traditionnelle, compte de stockage classique, pas premium dans le sens. Voilà. Azure Key Vault, donc si on choisit de faire du chiffrement at rest et d'externaliser dans un service Azure la KEK, donc la Key Encryption Key, qui, comme vous le savez, est une clé asymétrique qui va chiffrer les clés de chiffrement symétrique qu'on appelle les DEK, les Data Encryption Key, eh bien, le Azure Key Vault peut tout à fait faire office de générateur de clés pour la fameuse KEK, la Key Encryption Key. Donc, on appelle ça dans le jargon Nutanix un cloud KMS. Et donc, ce cloud KMS, effectivement,
va pouvoir chiffrer, enfin générer, vous allez pouvoir à l'intérieur générer ou importer une clé asymétrique, c'est ça, donc une paire de clés classique, et cette paire de clés servira à chiffrer effectivement la clé de chiffrement des données qui sont dans le cluster Nutanix. Dernière chose, et c'est aussi pour ça que j'avais réactualisé cette vidéo à fin novembre 2025, c'est-à-dire la semaine après la conférence Ignite 2025, le support prochain d'Azure Elastic SAN arrive. Donc Azure Elastic SAN va permettre en fait de rajouter du stockage à chacun des nœuds du cluster et donc mécaniquement d'augmenter la volumétrie disponible en termes de stockage disque du cluster. Je rappelle que dans un cluster Nutanix, on utilise les disques locaux des barres métal. Donc ici, en fonction des topologies, des tailles de barres métal, on va avoir pour faire simple, entre 20 et 40 Tera de NVMe par nœud. Maintenant, on peut avoir des besoins capacitifs nécessitant d'avoir du stockage additionnel. Et on peut résoudre ce problème soit en rajoutant des nœuds, ce qui a un coût qui n'est pas forcément neutre, soit en ajoutant via un service tiers du stockage au cluster. C'est ce qu'on fait ici avec Azure Elastic SAN. Donc ça va nécessiter la version d'AOS 7.5 disponible début de l'année calendaire 2026. Ce sera basé d'ailleurs sur un tiers de stockage de type Premium SSD LRS, et ça va nécessiter dans un premier temps l'usage d'un VHub, d'un V1 pour faire communiquer les barres métal avec le service Elastic SAN. Voilà. Plus d'informations prochainement sur cette fonctionnalité sur la chaîne. Voilà, on a fait un bon tour quand même, hein, ouais, un bon tour en 26 minutes de toutes les ressources qui sont nécessaires pour faire du Nutanix Cluster dans Azure. Donc vous l'aurez compris, si vous venez du monde Nutanix, il vous faut une connaissance minimum de ces objets et des prérequis nécessaires pour déployer le cluster côté Azure. Et si vous êtes plutôt du monde Azure et que du coup vous intéressez aux solutions Nutanix dans Azure, vous comprendrez que finalement on utilise beaucoup de composants d'infrastructure, réseau, de compute et un peu de stockage également dans Azure et qu'on intègre ça à notre solution. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivi et à bientôt.